Après la victoire de Trump au présidentiel de 2016, le Brexit et la montée du nationalisme en Europe, les élections présidentielles françaises de 2017 ont été considérées par beaucoup comme le dernier rempart contre le populisme. 5 ans plus tard, l'histoire se répète. À quelques mois des prochaines élections présidentielles, de nombreux candidats évoquent la grande histoire de la France et son profond engagement en faveur des droits de l'homme. Le général de Gaulle a un jour dit « La France ne peut pas être la France sans la grandeur ». Au risque de m'attirer la foudre de certains d'entre vous, la France n'a pas toujours été à la hauteur de son engagement. Avant toute chose, je préfère anticiper certains commentaires en précisant, si c'est pas déjà évident, que j'aime profondément la France et ce qu'elle représente pour le monde, mais aussi pour moi. Mais je suis pas chauvin. Je pense que c'est important de se regarder dans le miroir, de reconnaître ses fautes, surtout quand elles sont évidentes, de faire amende honorable et de promettre de faire mieux à l'avenir. Et ça vaut pour la nation française. C'est à mon sens un devoir patriotique. On y gagnerait certainement plus qu'en faisant l'autruche. Les intérêts fondamentaux de la nation ont trop souvent servi d'excuse pour perpétrer des crimes contre l'humanité. Après, ça n'engage que moi. Alors pourquoi je dis ça? Comment l'action française est-elle perçue à l'étranger et par ses propres citoyens? Et si dissonance cognitive il y a, d'où vient-elle? On va faire un retour sur quelques-unes des grandes affaires qui ont eu des répercussions internationales et dans lesquelles l'État français fut impliqué, si ce n'est qu'elle y a joué un rôle de premier plan. Un autre épisode sera dédié aux scandales qui ont affecté la population française en métropole et dans les territoires de la République. Voici le revers de la médaille. Coup d'État, campagne de répression, enlèvement et assassinat politique. Le socle de la politique étrangère française compte plus d'atouts que la seule diplomatie et le dialogue. Cette politique extérieure a parfois été à l'origine de scandales internationaux majeurs. Ces scandales ont alimenté toutes sortes de suspicions, de théories du complot et de ressentiments de la part des communautés touchées. Le président Macron a installé une commission d'enquête pour étudier l'émergence de mouvements conspirationnistes ces dernières années. Ils sont encore marginaux, mais leur développement rapide est inquiétant. À de nombreux égards, il rappelle la mouvance QAnon aux États-Unis. D'ailleurs, le documentaire français Hold Up, qui remet en cause la ligne officielle sur le Covid, a rencontré un franc succès. Dans les jours qui ont suivi sa sortie, on comptait environ 12,5 millions de visionnages à travers le monde. Les théories du complot séduisent toutes sortes d'organisations et d'individus, à l'instar de personnalités médiatiques et politiques. Gilbert Collard, Michel Onfray, Edgar Morin, mais aussi des franges radicales des Gilets jaunes et des mouvements anti-vax. La fondation Jean Jaurès et l'ONG Conspiracy International ont réalisé une enquête dont les conclusions dévoilent que 21% des Français croient en au moins 5 théories du complot, surtout chez les jeunes et les seniors. Le statut social est aussi déterminant. Les classes populaires semblent être davantage touchées que les autres. Alors bien que souvent moquée, la liste à venir permet de démontrer que ces croyances ne sont pas totalement infondées, étant donné la mise en lumière de quelques scandales d'État ces dernières décennies. Certains d'entre eux ont profondément fragilisé l'idéal démocratique français, alors que d'autres ont surtout contribué au renforcement de la méfiance de la population à l'égard de sa classe politique. Dans quelques-uns de ces cas, Paris dénie catégoriquement son implication malgré les preuves accablantes. D'autres en revanche sont avoués à demi-mot. Allez, pour notre premier terrain, fuémonos para Latinoamérica. L'opération Condor. Durant les années 70, les régimes latino-américains étaient pour la plupart des dictatures militaires. Je pense notamment au Brésil, à l'Argentine, au Chili, au Paraguay, à la Bolivie et à l'Uruguay. En 1975, les gouvernements de ces pays, à l'exception du Brésil, bien que cela ne l'empêche pas d'y participer activement, ont officiellement mis en œuvre l'opération Condor, une campagne de répression et de terrorisme d'État pour réprimer l'opposition politique, en particulier celle de gauche. La plupart des gouvernements latino-américains se sont livrés à des assassinats entretenant un climat de terreur avec le soutien ferme des États-Unis. On parle donc des administrations de Gerald Ford, Jimmy Carter et Ronald Reagan, sous conseil de Henry Kissinger, ex-secrétaire d'État, prix Nobel de la paix de 1973 et souvent désigné comme le plus grand diplomate du XXe siècle. Des dizaines de milliers d'arrestations illégales, d'enlèvements, de disparitions forcées, d'extraditions ont eu lieu durant plus de 10 ans. La torture a été largement employée et on estime le nombre de victimes du plan Condor à environ 80 000 personnes. Parmi les victimes, des guérilleros, des dissidents politiques, des syndicalistes, des universitaires, des hommes et des femmes d'église, mais aussi de simples paysans. Et même si l'implication des gringos n'est pas à minimiser, d'autres puissances occidentales ont mis leur grain de sel, surtout en Argentine et au Chili. Certaines archives du Quai d'Orsay prouvent l'existence d'un accord en 1959 entre Paris et Buenos Aires pour établir une mission militaire permanente. Des officiers français en Argentine qui avaient auparavant combattu en Algérie. Le gouvernement Giscard aurait également collaboré avec la junte de Videla en Argentine et le régime d'Augusto Pinochet au Chili. La France aurait formé la Gestapo argentine aux techniques de torture employées en Indochine et en Argentine et aurait également inspiré les décrets d'annihilation de la subversion signés par Isabel Perón qui utilise le terrain algérien comme modèle de répression en Argentine. Le
général Reinaldo Bignone, en personne, nommé président de la junte militaire argentine en 82, a déclaré que le coup d'État qui a porté les militaires argentins au pouvoir en 76 avait été inspiré par l'action française en Algérie. Bien après, en 2003, 3 députés, dont l'écologiste Noël Mamère, ont appelé à la création d'une commission parlementaire pour examiner le rôle actif de la France dans le soutien des régimes militaires en Amérique latine. Une commission qui n'a abouti à rien car le président de la commission, Roland Blum, a refusé de laisser témoigner des témoins clés. La France a donc explicitement nié avoir joué un rôle dans l'opération Condor malgré des preuves accablantes. En 2007, l'amiral argentin Luis María Mendia a déclaré dans un tribunal que les services secrets français avaient participé à l'enlèvement et au meurtre de 2 nonnes françaises en pleine Pampa. Et ce n'est qu'un exemple de l'action française en Amérique latine. Maintenant, on change de continent, une région du monde instable, avec des démocraties fragiles, où la responsabilité de la France n'est pas des moindres. La France-Afrique. Quelques-unes des anciennes colonies françaises sont indépendantes depuis plus de 60 ans. Mais le rôle qu'a continué à jouer la France en Afrique est si important qu'on a carrément théorisé un concept, la France-Afrique. Elle concilie l'influence politique française et les réseaux clandestins corrompus qui privilégient surtout les élites économiques qui se confondent bien souvent avec les élites politiques. Le gouvernement français a toujours exprimé sa volonté de conserver son statut de superpuissance et l'Afrique est un élément clé de sa stratégie d'influence. La présence française dans la région est toujours écrasante. Même Washington s'est rangé derrière Paris durant la guerre froide pour tenir à l'écart les soviétiques. Une fonction assumée allègrement par les gouvernements de la Ve République. L'interventionnisme de la France en Afrique entre les années 60-90, c'est en moyenne une intervention militaire par an. On peut reprocher beaucoup de choses aux États-Unis, mais en matière d'impérialisme, on n'est pas les mieux lotis. Cet interventionnisme sur le continent africain, ça va des opérations de protection de citoyens français en zone à risque à la répression de rébellions, au désamorcement de coups d'État ou au contraire leur organisation. Et la France a régulièrement eu recours aux assassinats politiques ciblés pour protéger ses propres intérêts. Voici une liste des dirigeants africains assassinés et pour lesquels la France a été impliquée de près ou de loin. Mais la liste est beaucoup plus longue. On a le cas de Farhat Hached, un activiste pour l'indépendance tunisienne assassiné en 52 par le SDES, l'ancêtre de la DGSE. On peut aussi penser à la disparition mystérieuse du Marocain Mehdi Ben Barka en 65, vu pour la dernière fois escorté par des policiers français. Maurice Audin, Henri Curiel, Dulcis September, et j'en passe. Et si au moins ces assassinats avaient servi à quelque chose, à part les intérêts français, évidemment. On s'inquiète de la présence de milices russes au Mali et des montages financiers chinois dans le reste de l'Afrique. Mais la France n'a pas exactement le bon rôle. Et encore, on n'évoque pas le cas du néocolonialisme des acteurs économiques comme Bolloré qui pille sans vergogne sous le regard bienveillant et complaisant du gouvernement français. Ce sont donc 3 services de renseignement français qui ont participé à l'organisation de coups d'État et à la purge de dirigeants hostiles à la présence française. Le service de documentation extérieure et de contre-espionnage, le SDES, mais aussi la DGSE et la DST. Mais l'action française en Afrique, c'est aussi l'affaire Angola Gate. Un scandale d'armement décommissionné à l'armée rouge dans les années 90 avant d'être refourgué à l'Angola par le gouvernement français. Et les acteurs concernés sont nombreux et prestigieux. Mitterrand, Pasqua, alors Premier ministre, Léotard, le ministre de la Défense, Madelin, le ministre des Finances, Jacques Attali, Édouard Balladur, Jacques Chirac, Alain Juppé et la banque Paribas, l'ancêtre de la BNP telle qu'on la connaît maintenant. Une autre affaire, c'est celle de l'assassinat de Bernard Borrell en 95. Il était magistrat détaché à Djibouti et a été retrouvé mort au pied d'une falaise, chute accidentelle. Mais comme à l'époque, il était dans l'intérêt de la France de maintenir de bonnes relations avec Djibouti, Chirac en personne, déjà président, et l'ambassade française ont fait fuiter des informations confidentielles sur l'enquête en cours pour arranger le coup au pouvoir en place. Pour toutes ces obstructions, la France a été condamnée en 2015 par la Cour européenne des droits de l'homme, puis en 2020 par le tribunal de Paris. Et on n'a pas encore abordé les cas les plus extrêmes. La France aurait contribué dans une certaine mesure au génocide rwandais 94. Le gouvernement français a apporté son soutien au régime Hutu en fournissant armement et formation militaire aux milices Hutus avant que le sang ne coule. Mais ces milices ont été les premières au front lorsque les massacres ont débuté. À ce jour, on estime qu'entre 500 000 et 1 million de Tutsis ont été tués en l'espace de quelques semaines. Et bien que le président Macron ait présenté des excuses au nom de la France, les relations entre les deux pays sont très crispées depuis cet événement tragique. On quitte l'Afrique pour se rendre non loin de là, au Moyen-Orient. L'implication de la France dans la guerre civile au Yémen, toujours en cours, est à l'origine d'une des principales polémiques touchant à l'industrie militaire française.
On trouve sur le terrain des chars Leclerc, des obus français, des Mirage 2000, des radars Cobra, des véhicules blindés Aravis, des hélicoptères Cougar et Dauphin, des frégates et corvettes saoudiennes construites par des sociétés françaises et des canons César. Une longue liste d'équipements militaires français utilisés par l'Arabie Saoudite au Yémen. Et on a eu droit à des démentis et des justifications absurdes du style « les canons César sont du côté saoudien de la frontière ». Ça tombe sous le sens que son rayon d'action déborde sur le territoire yéménite. Et comme c'est la norme dans les conflits modernes, ce sont surtout les populations civiles qui paient le plus lourd tribut en vie humaine. Il existe pourtant des rapports crédibles selon lesquels l'armée française aurait déployé des forces spéciales au Yémen dans le plus grand secret. Selon le Figaro, des forces spéciales françaises sur le terrain au Yémen. Alors quand bien même on tape du poing lorsque la Chine ou la Russie agissent de manière amorale, il est important de régler certaines contradictions qui sont les nôtres. Tout autant d'actualité que la guerre au Yémen, on a également le rôle de la France, certes moins évident, dans la crise des migrants en provenance de la Libye. Depuis 2017, ce sont 7135 personnes qui se sont noyées en tentant la traversée. Mais ceux qui survivent à la traversée sont parfois interceptés par les gardes-côtes libyens, financés par l'Union européenne, dont la France est l'un des principaux contributeurs et décideurs. Ces personnes à qui l'on devrait offrir l'asile sont donc renvoyées en Libye, où des nombreux rapports font état de viols, d'extorsion, de travail forcé, de détention arbitraire et de torture par les autorités libyennes contre ces populations vulnérables. On parle de milliers d'individus dont les agences des Nations Unies ont perdu la trace après leur débarquement. La situation en Libye est d'autant plus grave que la France en est très largement responsable. De très nombreux indices laissent penser que l'intervention militaire en 2011 qui a mené au renversement de Mouammar Kadhafi est une conséquence directe du financement illicite de la campagne de Sarkozy en 2007 par le dirigeant libyen. L'enquête est encore en cours, mais Sarkozy et son ministre de l'Intérieur de l'époque, Claude Guéant, sont déjà mis en examen dans l'affaire des soupçons de financement libyen. Notre influence et notre rayonnement n'ont donc pas toujours été obtenus à la loyale. Ce sont des milliers d'emplois qui dépendent du complexe militaro-industriel français et des milliards d'euros en contrats d'armement qui inondent nos caisses publiques. Pour essayer de rester aussi concis que possible, on a dû faire l'impasse sur d'autres grands scandales ayant des répercussions au-delà des frontières françaises. Je vous suggère de vous renseigner sur l'affaire Karachi et sur le sabotage du Rainbow Warrior, mais aussi sur le crash du vol Itavi à 870, l'affaire des infirmières bulgares et bien d'autres. La grandeur de la France, c'est parfois au prix de son honneur et de sa vertu. À notre génération de rectifier le tir. J'attends vos retours et vos commentaires, mais surtout, vive la République et vive la France.